Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. Je reçois aujourd'hui pour ce 10e numéro de Trail Business Club la directrice de UTMB Mont-Blanc, ou plutôt aujourd'hui OCA UTMB Mont-Blanc, on y reviendra, et des épreuves by UTMB en France et en Suisse, Isabelle Viseux-Poletti. Depuis 2021, elle est à la tête de la plus grande épreuve de trail du monde. C'est dans un emploi du temps plus que chargé qu'elle nous accorde cette heure d'échange. Bonjour Isabelle et merci beaucoup de nous recevoir. Bonjour, avec plaisir. Nous sommes à moins de 24 heures du lancement de cette folle semaine, la 21e édition, avec le départ demain matin de la PTL. J'imagine que tu es évidemment sur tous les fronts. Quel est aujourd'hui l'emploi du temps, un dimanche, de la directrice du OCA UTMB Mont-Blanc ? Eh ben, en toute franchise, je saurais pas le dire. Je pense que je le saurai ce soir puisque finalement, j'ai pas de tâches particulières à faire me concernant. Les équipes ont toutes, des tâches. On a les remises des dossards, on a plein de choses commencées. Mais moi, quand on arrive à ce moment de l'événement, j'ai plus de tâches particulières, à part de gérer les urgences et de répondre à l'ensemble des éléments où on peut se rendre compte qu'on a eu un problème, trouver des solutions, et cetera. Donc en fait, mon emploi du temps, spécifique, je le saurai, ce soir. Alors, tu es chamoniarde d'origine, ancienne biathlète de haut niveau, puisque tu as été en équipe de France de biathlon, 10e au championnat du monde sur l'individuel sur la saison 98-99. Est-ce que tu peux compléter cette présentation de toi pour que les gens te connaissent un peu plus ? Oui, alors je peux peut-être juste préciser, effectivement, j'ai fait ça en biathlon. Par contre, c'était en équipe junior et c'était sur les championnats du monde junior. Donc, c'est quand même une partie de ma vie dont je suis assez contente. C'était des beaux moments, même si des fois j'ai l'impression que c'était une autre vie. Après, pour me présenter plus précisément, donc, quand j'ai arrêté le biathlon, pendant que les copains, copines, eux, continuaient, j'ai repris des études et en particulier des études d'ingénierie informatique. Donc, je suis développeuse de formation, développeur informatique. Et ensuite, j'ai donc pendant environ 15 ans de ma vie mené en parallèle une carrière classique en tant qu'ingénieur développement dans différentes entreprises et créé les outils que pas mal de trailers connaissent maintenant sous le nom de LiveTrail, puisque quand j'étais étudiante, Catherine et Michel, donc mes parents, ont créé cette première, la première édition de l'UTMB Mont-Blanc. Et à cette occasion, nous ont demandé à mon mari et moi au début leur faire un site web. Et puis on s'est dit ouais, c'est super leur aventure, c'est un peu fou, mais surtout pour les gens, les familles des coureurs qui vont faire ça, ils vont devoir attendre 40 heures, savoir où ils sont dans la montagne, c'est pas possible. On a un super truc qui est assez nouveau maintenant, qui s'appelle Internet. Et si on arrivait à avoir les informations de où sont ces coureurs avant la fin de la course, on pourrait mettre ça sur Internet. Comme ça, les familles pourraient se rassurer, savoir comment ça avance, comment ça va, etc. Et donc, en 2003, bénévolement, évidemment, on a créé cette première version de LiveTrail. Et donc, ensuite, pendant
une quinzaine d'années environ. On a travaillé d'abord bénévolement, puis ensuite en tant qu'entrepreneur individuel et enfin en tant que société à partir de 2012 sur ces produits LiveTrail en parallèle d'une carrière informatique classique dans des entreprises classiques. Et ça jusqu'à 2019 où on a commencé à discuter avec Catherine et Michel de la transmission et qu'on crée ensuite en 2020 UTMB Group dans lequel on a rassemblé nos activités LiveTrail et UTMB de manière globale et que du coup je change un petit peu de poste. Alors, on l'a bien compris, tu n'étais pas forcément destinée à devenir directrice du plus grand événement de trail au monde. Est-ce que tu as hésité ou quels ont été les éléments qui ont fait que tu as accepté cette transmission de Catherine et Michel? Au même titre, je précise que David, puisque la transmission, elle concerne aussi ton frère, David Poletti, qui a aussi été impliqué pendant de nombreuses années sur LiveTrail. Est-ce qu'à un moment, tu as hésité sur cette transmission? Hésiter, je dirais que c'est pas le mot, puisque quand on a commencé à en parler en 2019, en fait, pour nous, c'était évident que l'UTMB, c'était un peu notre troisième petit frère finalement, parce que ça accompagnait nos années, alors moi de jeunes adultes, David d'adolescent, avec une emprise sur notre vie familiale assez conséquente et tout autant passionnante d'ailleurs. Et donc effectivement, il a à la fois d'un point de vue personnel, parce que l'attachement à cet événement est très important, et d'un point de vue personnel, parce que même si on avait notre activité LiveTrail, pardon, d'un point de vue professionnel, je veux dire, même si on avait notre activité LiveTrail, UTMB est le plus gros client de LiveTrail depuis le début. Donc, sur l'ensemble des sujets, ça faisait pas sens d'imaginer qu'un jour cet événement puisse partir en dehors de la famille. Donc, c'était une évidence que l'événement et tout le circuit UTMB ensuite devait rester dans la famille. Après, c'est sûr que les changements de poste, les prises de responsabilité, savoir qu'est-ce qu'on va faire, ça questionne un peu. Mais bon, il y a un moment donné, un peu comme quand on prend le départ, on se lance et puis on voit bien de quoi demain sera fait ou de quoi la prochaine étape sera faite. Il y a des hauts, il y a des bas et c'est ce qui est passionnant aussi. Ton passé de sportif de haut niveau, en étant en équipe de France junior de biathlon, t'a servi pour construire cette carrière en tant que chef d'événement, directrice d'événement. Tu disais tout à l'heure qu'en gros, aujourd'hui, toi, tu veux être là pour gérer les imprévus, gérer là où tu vas avoir besoin peut-être d'aller éteindre des incendies ou d'intervenir. Est-ce que c'est aussi comme un sportif de haut niveau où en fait, avant le départ, tout le boulot est fait et il faut juste attendre que la course soit lancée et l'entraînement, il se fait avant et pas au moment de la course? Ouais, carrément, je pense que, alors est-ce que, si j'avais pas été sportive, dans ma vie passée, j'aurais, pu faire ça? Peut-être. Après, c'est sûr que quoi qu'il en soit, d'avoir une expérience de sportif et en particulier de haut niveau, ça sert dans plein de domaines professionnels. Je veux dire dans la gestion du stress, dans la capacité, à se connaître, à s'organiser, à organiser sa vie, à rebondir, à gérer les émotions qui vont avec les responsabilités, les moments d'euphorie, les moments où ça va un peu moins bien. C'est sûr que globalement, c'est toujours un atout dans une carrière, je pense, quelle qu'elle soit, d'avoir fait ces armes et d'avoir eu ces expériences-là extrêmement enrichissantes avant. Alors justement, à la veille du lancement de cet événement, qu'est-ce que tu redoutes qui puisse aujourd'hui venir perturber l'organisation ou l'événement ou un des événements dans cette organisation? C'est quoi les craintes d'Isabelle Viseux-Poletti aujourd'hui? Alors, il y en a une qui est toujours présente, qui s'appelle la météo, hein. On sait que, la météo est un impondérable, qu'à un moment donné, on peut être aussi près qu'on veut. Si la montagne a décidé que c'était pas le jour, on sera obligé de s'adapter. Donc, ça, c'est certain que, je dirais que c'est le plus gros point. Heureusement, cette semaine, pour l'instant, ça s'annonce, plutôt pas mal, mais ça peut encore changer, hein. On sait que ça peut toujours changer, en particulier en montagne. Donc ça, c'est le plus gros point. Ensuite, je dirais, on a des très, très gros,
sujet, enfin, on traite beaucoup de gens. Les coureurs, c'est une chose, mais surtout les accompagnants. On a un dispositif de transport qui est extrêmement conséquent, ambitieux, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres événements au monde, peut-être même aucun autre, qui ont un dispositif de transport aussi ambitieux que le nôtre. Donc, un, un, un grain de sable dans ce rouage extrêmement complexe peut vite mettre le bazar. On l'a vu l'année dernière avec l'accident qui avait eu, enfin pas l'accident, mais l'éboulement qu'il y avait eu du côté du tunnel du Fréjus et qui avait généré une surcirculation énorme au tunnel du Mont Blanc et qui nous a obligés à reprendre tout notre plan de transport avec des choses extrêmement compliquées à gérer. Donc ça, c'est vrai que on sait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que pour faire un truc aussi conséquent, on peut pas en garder beaucoup. Donc voilà, ça c'est une petite pression, mais globalement, normalement, tout devrait bien aller quand même. Et puis après, évidemment, on n'est jamais à l'abri non plus. Voilà, est-ce que il y aura des gens qui comprennent pas, qui critiquent des incendies, y compris dans les médias, auxquels il faudra réagir. Ça, c'est des choses qu'on se prépare. Et après, toute crise, événement, fait de course qui peut créer une situation inédite, nous amenant à devoir revoir nos plans. Mais plus qu'une crainte, c'est juste qu'il faut être conscient que ça peut arriver et que ça fait partie du job et ça fait partie de l'événementiel, de savoir que il ne faut jamais rien considérer comme acquis. Tout est toujours à faire. Alors, pour les gens qui écoutent pour la première fois et qui découvrent peut-être l'intérieur de l'événement, je sais que sur cette gestion de crise, vous êtes aussi parfaitement organisé suite aux différents événements qu'il y a eu par le passé, à la fois des incendies à éteindre médiatiquement, tu l'as dit, aussi le décès en 2021 d'un coureur, le premier sur l'événement, qui était un peu ton baptême du feu malheureux pour toi. Je sais aussi qu'en interne, vous êtes parfaitement organisé avec des simulations de gestion de crise. Oui, on fait des simulations, on a des équipes, on a des process, on a des outils pour nous aider quand la crise concerne des éléments météo, par exemple. On a beaucoup, tout ce qu'on peut prévoir, on le prévoit avant pour le jour J être prêt à gérer l'imprévisible quelque part. Mais oui, on est prêt, comme peuvent l'être des organes de secours du niveau national, international. On fait des exercices, on a des réflexions. D'ailleurs, on est accompagné par une jeune femme qui accompagne les pompiers de Paris ou des choses comme ça pour créer nos process et nos solutions de gestion de crise. Après, par définition, une crise, ça ne se prévoit pas. Et donc, quoi qu'il en soit, il faudra toujours une part de travail juste au jour le jour et à l'heure, voire la minute près, au moment où ça se produira pour gérer, évidemment. On va croiser les doigts pour que rien de grave se passe et rien ne vienne perturber cette 21e édition de l'UTMB. Je vais revenir un peu sur ton arrivée à la tête de l'événement. Donc en 2019, tu le disais, Michel et Catherine décident de vous transmettre à toi et David l'événement. Juste après 2020, il y a une année off, puisque c'est l'année Covid, l'événement est annulé. Cependant, vous faites quand même un tour du Mont Blanc avec l'équipe organisatrice. Je vous ai accompagné sur une partie de cet événement, donc c'était aussi pour que l'équipe puisse découvrir ce qu'était le Tour du Mont Blanc. Et puis en fait, en 2021, quand l'édition revient dans son fonctionnement normal, en fait, ça a un petit peu changé. Il y a eu l'arrivée d'un groupe, Ironman, qui a pris des participations auprès de vous, auprès de la famille de Poletti. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé entre 2019 et 2021, en fait? Oui, alors pour corriger, Ironman est effectivement partenaire à nos côtés, mais ils n'ont pas pris des participations directement auprès de nous. Ils les ont pris auprès du Good Telegram, mais j'expliquerai juste après. Du coup, en 2019, quand on choisit de se lancer dans cette aventure à la fois de la transmission et du coup de la consolidation d'un peu toutes nos activités, sont dans la balance donc l'activité Life Trail créée par mon mari, mon frère et moi.
UTMB Mont-Blanc, évidemment, ça c'est facile, et des prémices d'activité internationale qui avaient été créées dans les quelques années précédentes avec en particulier OC Sport et Monsieur Rémi Duchemin qui avaient commencé à faire les premiers by UTMB et puis en parallèle une initiative plus associative qui s'appelait à l'époque Ultra Trail World Tour. Donc, dans l'ensemble de ces activités, créer un peu une nébuleuse d'activités autour du couple Catherine Michel et de nous, les enfants. Et quand on s'est dit qu'on voulait transmettre, on a dit il faut qu'on mette un peu d'ordre dans tout ça. Et comme l'activité internationale était un élément important de cette réflexion. Et à ce moment-là, on choisit parce que on sent que pour pouvoir développer l'activité internationale, on a besoin de fonds, de support, d'appui à nos côtés. Et donc, on choisit de faire rentrer un actionnaire à notre côté à ce moment-là qui s'appelle le groupe Telegram, qui était l'actionnaire principal de ces sports. Et puis, on commence à avancer comme ça, à construire nos idées de circuit. Effectivement, le Covid met un peu une temporisation obligatoire dans tout ça. Et puis, dans le même temps, dans UTWT, il y avait donc pas mal d'événements, dont certains qui commençaient à être rachetés par le groupe Ironman, qui avait acheté des événements en Océanie en particulier. Parce que de leur côté, ils avaient vraiment cette volonté d'aller sur ce nouveau sport pour eux, du trail running. Et donc, ils avançaient petit à petit. Ça faisait plusieurs fois qu'ils contactaient Catherine et Michel parce qu'ils auraient bien aimé acheter l'UTMB Mont-Blanc. Et Catherine et Michel ont toujours dit non. Voilà, mais ça bougeait, on sentait qu'il y avait des choses, il y avait d'autres acteurs qui commençaient à monter aussi, les Golden Trail Series qui existaient déjà, mais qui prenaient de l'importance, Spartan, enfin voilà, un certain nombre d'acteurs qui commençaient à se remuer autour de ce sport et où on sentait qu'il y avait quelque chose qui se préparait quelque part. Et donc, à ce moment-là, quand à un moment donné, Ironman revient vers nous et nous dit bon, bah, écoutez, on a bien réfléchi, mais nous, aller dans le trail running sans vous, c'est un non-sens. Et donc, pour ça, on est prêt à changer notre proposition et à accepter plutôt que de vous racheter, puisque vous ne voulez pas, à être avec vous en tant qu'associé minoritaire. Et là, c'est l'élément qui change la donne, puisque effectivement, à ce compte-là, ils font vraiment un grand pas vers nous. Et donc, on leur dit, ben, très bien, mais nous, on a déjà un associé qui est OC Sport. On n'a pas la volonté, groupe Telegram. On n'a pas la volonté de faire un ménage à trois parce que ça va être ingérable. Donc, pourquoi pas, si vous êtes prêt à être minoritaire, mais à ce compte-là, négocier avec Telegram et puis voyez avec eux. Et donc, c'est comme ça que Ironman et Telegram ont travaillé ensemble pour changer cet actionnariat. Donc, c'est pour ça que je dis qu'ils ne nous ont pas acheté de part directement à nous, mais à Telegram. Et qu'on a construit ce circuit avec cette volonté, nous, de garder la main, de rester vraiment aux commandes de ce qu'on pouvait amener sur ce sport, mais avec la conscience que si on voulait se développer à l'international, on avait besoin d'un associé qui soit fort, qui ait la connaissance de tout ça. Et le groupe Ironman nous amenait un groupe qui a l'habitude de développer des circuits à l'international, qui le faisait déjà bien. Donc, ça nous permettait d'allier le meilleur de nos forces quelque part pour créer ce nouveau circuit des UTMB World Series. Alors, il me semble qu'en 2021, quand ce circuit est créé, donc dans le même temps, l'Ultra Trail World Tour finalement disparaît, que vous avez aussi la volonté finalement de racheter des courses dans ce que tu disais, dans cette dynamique d'Ironman qui rachète, je crois le premier événement qu'ils ont racheté, c'est Tarawera en Nouvelle-Zélande. Mais en fait, cette hypothèse est rapidement abandonnée. Pourquoi ? Par manque de moyens, par peur d'écraser le marché ou pour d'autres raisons? Il y a un peu de tout. Notre modèle actuel, il est mixte et moi, je trouve que de toute façon, la mixité, c'est toujours une bonne chose. Il y a des événements qui nous appartiennent, d'autres qui appartiennent à Ironman et puis d'autres qui sont restés indépendants et avec qui on a des accords de franchise, entre autres.
et ça, c'est bien. Pourquoi est-ce que à ce moment, fin 2020, début 2021, on décide pas d'y aller tout seul? Effectivement, on n'a pas les moyens de racheter tous les événements. On sait que juste des accords assez peu contraignants finalement, ça ne marche pas très bien, puisque c'était exactement comme fonctionnait l'Ultra Trail World Tour, et on a vu que il y a un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un qui a la capacité de dire, de décider et d'être d'une certaine manière le chef, même si on n'aime pas trop ce mot-là, parce qu'on préfère agir en bon accord avec tout le monde. Mais en tout cas, s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui peut décider, on se retrouve avec des gens qui ont des intérêts divergents, et du coup, rien ne se fait. Donc, le fait d'avoir un contrôle assez fort sur notre circuit était devenu une évidence après l'expérience Ultra Trail World Tour. Ironman, eux, ne connaissaient que le modèle de l'achat. Ils étaient propriétaires de tous leurs événements. Et donc, effectivement, alors on aurait pu décider de les laisser acheter tout, mais quelque part, notre égalité et le fait que nous, on reste majoritaire aurait été un petit peu chamboulé, quand bien même c'était vrai. Dans les parts, si c'est eux qui avaient été propriétaires de tous les événements, ça leur aurait donné une force qui était très importante. Et donc, c'est à ce moment-là que on dit, très bien, c'est vrai qu'il faut qu'on ait un circuit où on a un contrôle fort. S'il y a des événements qu'on peut acheter, c'est une bonne chose, parce que les événements, là, pour le compte, on a un contrôle complet sur ce qu'on y fait. Ironman va en acheter aussi, en particulier sur les territoires où ils sont légitimes. Donc, nous, on s'occupe des territoires où on est légitime, eux de ceux où ils sont légitimes. Et après, sur les territoires ou sur les événements un petit peu différents, où l'achat n'est pas une option, à ce compte-là, on travaille sur un accord de franchise, mais avec des contrats où il y a quand même pas mal de conditions pour que le lien entre nous soit fort et pas faible, quoi. Ok, très bien. En 2025, ce seront 43 événements au programme du UTMB World Series, avec deux nouveaux qui ont été annoncés il y a quelques jours. Un événement en Argentine qui aura lieu en mars 2025 qui s'appelle Valol Fin del Mundo by UTMB, et un autre en octobre 2025 au Mexique, aussi en Amérique du Sud, le Chihuahua by UTMB. Pourquoi vous continuez ce développement, et jusqu'à combien de courses vous avez envie d'aller? Alors, en toute franchise, on devrait même atteindre quasiment les 50 en 2025, parce qu'il y a aussi 2-3 autres événements qui ont été annoncés un peu précédemment, et puis encore 1 ou 2 autres qui sont en réflexion. Pourquoi est-ce qu'on continue ce développement? Parce que la promesse, c'est d'avoir la capacité pour chaque coureur du monde de courir un événement près de chez lui. Et pour que cette expérience UTMB soit accessible à tous, quel que soit où ils habitent, et sans être obligés de parcourir des milliers de kilomètres. Que si à un moment donné, un coureur choisit d'aller faire un événement un peu plus lointain, c'est vraiment un choix qui peut être un choix euh, qu'il ne fait pas très souvent, parce que il a une expérience proche de chez lui. Or, aujourd'hui, il y a encore des territoires où on n'est pas présent, et donc des nouveaux pays où on n'est pas présent, qui du coup obligeaient les coureurs de ces communautés à voyager plus loin. Et donc, on continue. On n'a pas d'objectif de nombre d'événements, mais on a un objectif que aujourd'hui, les coureurs puissent trouver un événement proche de chez eux. Est-ce qu'il y a un effet by UTMB que vous constatez? C'est-à-dire que vraiment les coureurs viennent sur des courses, parce que tu le disais, il y a des courses qui existent, des by UTMB qui n'existent pas partout dans le monde, mais il y a des courses qui existent en Patagonie, au Mexique, en Chine, un peu partout dans le monde, en Australie. Mais est-ce que vous constatez qu'il y a une demande des coureurs d'aller faire des épreuves by UTMB? Sachant que, en fait, pour ceux qui veulent venir courir les finales, et c'est pas la majorité, mais il y en a quand même un peu, ils sont obligés d'avoir couru un by UTMB avant, puisque notre système sportif est conçu comme cela. Oui, on constate clairement une demande. Au-delà de ça, il y a cette promesse, et puis il y a les exemples de ce qu'on a pu faire. On aime bien souvent l'exemple de notre événement en Thaïlande,
où à un moment donné, le gouvernement thaïlandais s'est rapproché de nous. C'était même avant 2022, pour le compte 2019, la première édition, je crois. Parce qu'il y avait une communauté de trailers qui était émergente en Thaïlande. C'était pas du tout installé, c'était juste émergent. Mais le gouvernement souhaitait avancer et se rapprocher d'un acteur fort. On a travaillé ensemble sur cet événement. Cet événement, maintenant, il ramène, c'est un événement qui fait courir on est entre, je ne sais plus précisément, mais au-dessus de 4000 coureurs. Une communauté qui s'est développée, des événements annexes qui se sont développés, qui ne sont pas les nôtres, mais des événements locaux qui se sont développés tout autour. Et du coup, cette promesse de développer une communauté dans un pays où elle était émergente et d'avoir cette culture du sport et du trail running qui s'installe et qui fait que notre événement marche bien, mais aussi tous les autres, et qu'il y a toute une économie qui peut se mettre en place autour de cette discipline. Ça, c'est vraiment l'exemple parfait qui nous anime, et c'est un exemple de réussite qu'on trouve fort et qu'on essaye de reproduire quand c'est possible, évidemment, dans les territoires sur lesquels on va. Sachant que quand on va quelque part, on n'y va pas uniquement parce qu'on a décidé d'y aller. Nous, évidemment, on regarde où les gens courent pour être à l'écoute, mais ensuite, à chaque fois qu'on installe un événement quelque part, on le fait en bon accord parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un acteur local qui est demandeur de travailler avec nous, parce qu'on a travaillé pendant un moment avec cette personne-là avant de décider concomitamment que oui, c'est une bonne idée d'installer cet événement. Combien ça coûte aujourd'hui de devenir un événement by UTMB? Je ne sais pas, un organisateur qui serait en Slovénie, en Turquie, des très belles régions d'Europe où il est parfois pas simple d'aller courir. Il veut postuler auprès de vous pour devenir une course by UTMB. Il y a une grille de tarifs, il y a un prix fixe. Ça se passe comment? Alors honnêtement, je ne saurais pas répondre à ces questions parce que moi, effectivement, je m'occupe de nos événements français et pas de nos événements internationaux. Après, pour l'anecdote, on a un événement en Slovénie. Julian Alps Bal-UTMB se passe en Slovénie. En vrai, ça dépend. Je pense qu'il n'y a pas de règles fixes établies. Et puis ça va dépendre des accords. Est-ce que c'est un achat, auquel cas ça lui rapporte plus que ce que ça lui coûte? Est-ce que c'est un accord de franchise? C'est très variable. Donc je peux pas répondre à ça parce qu'il y a pas de réponse fixe, et en plus je suis pas la personne qui s'en occupe. On demandera un jour à Frédéric Lénart peut-être ou à ses équipes. On va revenir à l'UTMB Mont-Blanc. Alors justement, je dis UTMB Mont-Blanc parce qu'en 2023, l'événement s'appelait le Dacia UTMB Mont-Blanc. Cette année, il s'appelle le Oka UTMB Mont-Blanc. On sait que ça a fait couler beaucoup d'encre l'an passé, le naming. Est-ce que c'était une volonté absolue de vouloir changer ça pour éviter justement d'allumer un nouvel incendie ou de réallumer l'incendie, ou est-ce que c'était une opportunité qui était finalement la bienvenue? Un peu les deux, je dirais. Déjà, c'est toujours bien de rappeler que on ne renie pas Dacia. On a fait le choix de Dacia l'année dernière. Dacia est toujours partenaire et on continue à soutenir cette marque qui, même en étant une marque d'automobile, a des initiatives RSE. Et dans RSE, il n'y a pas que le E, il y a le R et le S qui comptent aussi. Et donc Dacia est une marque qui essaye d'être exemplaire sur bien des domaines. Ils accompagnent des gens en difficulté pour pouvoir être mobile, et c'est des choses qui, par le monde qui court, sont indispensables. Donc voilà, ils ont plein de belles initiatives, et nous, on continue à considérer que c'est une belle marque, quand bien même elle fait de l'automobile et quand bien même, effectivement, il faut qu'on progresse dans la prise en compte des problématiques environnementales. Une fois ça dit, effectivement, notre volonté de les accompagner était réelle. Maintenant, la perception de ça, on n'a pas réussi à faire passer les messages qu'on voulait, et la perception a été mauvaise, effectivement, et on a tenu compte de cet événement-là dans notre choix. Ensuite, évidemment, le fait que Oka se rapproche de nous, pareil, Oka était déjà partenaire, mais ce changement vient aussi de la volonté d'Oka d'ancrer
notre partenariat dans le long terme pour pouvoir mener ensemble des actions de long terme où quand on travaille sur des problématiques d'inclusivité, de participation féminine, d'un certain nombre de sujets qui sont presque des sujets sociétaux. On sait que c'est pas en un an ni même en deux qu'on aura les résultats et les fruits de notre travail. Et donc, Oka avait vraiment cette volonté de pouvoir s'inscrire sur un contrat plus longue durée avec nous. Ce qu'on a fait aujourd'hui avec un contrat qui est maintenant un contrat de 5 ans et qui nous a amené à reconsidérer effectivement ce naming, puisque dans le cadre de ce contrat de 5 ans, il était assez logique que Oka puisse prendre le title des finales ainsi que des majors. Donc voilà, c'est cette opportunité de construire un travail à long terme avec Oka, plus le fait que effectivement la perception de ce qu'on avait voulu construire avec Dacia, on n'a pas réussi à faire passer les messages qu'on voulait et que donc on a préféré avec eux réorienter un peu le partenariat sur d'autres messages et construire avec Oka en parallèle. C'est aussi la proximité avec des gens que vous appréciez beaucoup, je sais, type Nicolas Mermoux, Jean-Luc Diard, et vous avez toujours été attaché à l'affectif, à l'amitié avec les partenaires. Je me souviens aussi du partenariat avec North Face et ensuite avec Columbia qui était lié très fortement à Topher Gaylor. Est-ce que ça compte dans vos relations avec les partenaires ? Bien sûr, je pense que l'humain compte dans tout, surtout quand on fait ce genre d'activité qui est basée sur les émotions, sur l'envie d'offrir du bonheur aux gens. Pour offrir du bonheur, il faut en ressentir. Pour en ressentir, il y a pas photo. C'est des histoires de personnes, c'est des histoires d'amitié, c'est des histoires de famille aussi. Et donc évidemment que les personnes comptent. C'est pas le seul critère, mais c'est sûr que on aurait du mal à partager autant avec une marque où il y aurait des gens avec qui on n'aurait pas du respect, des envies de partager. Et effectivement, le fait que l'équipe fondatrice de Oka soit des voisins, des amis, des gens qui sont vraiment de chez nous, comme on dit, compte, quand bien même maintenant la marque a été reprise par les Américains, qui sont tout autant nos amis d'ailleurs. Hein. Mais oui, bien sûr, les gens comptent énormément. Merci Isa. On va passer au côté sportif. Je pense que c'est aussi un sujet qui a été évoqué cette année. Vous avez multiplié par 2,2 le montant des primes de course. Cette année, vous allez distribuer, j'ai compté, 249 000 euros sur les finales, donc OCC, CCC et UTMB. Certains coureurs jugent encore ces primes trop faibles. Pensez-vous qu'elles soient justes de votre côté? Et est-ce que vous avez l'intention de, pourquoi pas, répondre à certains coureurs en les augmentant dans les années à venir? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez atteint un maximum? Je rappelle, le vainqueur de l'UTMB gagnera hommes et femmes 20 000 euros. Sur l'OCC et la CCC, 13 000 euros. Et le 10e, puisque vous récompensez les 10 premiers hommes et 10 premières femmes, gagnera 1 500 euros sur l'UTMB et 1 000 euros sur l'OCC. C'est des sommes qui te paraissent correctes ou qui peuvent être encore améliorées dans cet objectif de professionnalisation du trail? C'est des questions qui sont difficiles parce qu'on vit dans une société qui avance tellement vite que de dire de quoi demain sera fait, on a plus de chances de se tromper que de tomber juste. Pour autant, il y a quelques années, c'est pas si longtemps en arrière qu'il y avait pas du tout de primes. C'est un peu moins longtemps en arrière, mais là aussi, juste qu'elles étaient extrêmement modestes. Ce sport évolue très vite. La professionnalisation des athlètes évolue. Et donc, le fait que ces athlètes de haut niveau souhaitent pouvoir vivre décemment de leur sport dans lequel ils investissent énormément, c'est une réalité qui n'existait pas il y a quelques années, qui commence à exister maintenant, qui existera peut-être plus les années prochaines. Maintenant, le modèle économique global du trail running,
Je dirais que nous, en tant qu'événement, parmi les plus importants, évidemment, on doit prendre notre part de cette construction. Maintenant, on n'est pas les seuls. Il y a nous, il y a les marques, il y a les athlètes, il y a les fédérations, il y a un peu tout l'écosystème qui doit trouver ses marques dans tout ça. Et donc, cette évolution doit se faire dans un bon accord entre l'ensemble des acteurs qui doivent prendre leur place. Aujourd'hui, en augmentant ces primes, avant qu'on augmente, on était effectivement peut-être un peu en retard sur d'autres acteurs qui avaient évolué un peu plus vite que nous là-dessus. Là, on a rattrapé notre retard, voire on a pris un petit peu d'avance, puisque on devient un des événements qui accorde les plus hautes primes. Est-ce que demain, il faudra aller plus loin? Peut-être. Je ne sais pas répondre. Ça va vraiment dépendre de comment tout ça va se construire. Dans tous les cas, ça va devoir se construire avec les athlètes, avec les teams, avec les marques, avec les fédérations pour que tout le monde trouve sa place et que effectivement, ces athlètes professionnels continuent à être, qu'ils puissent vivre décemment de leur sport. Ça semble assez logique. Maintenant, moi personnellement, je trouverais indécent qu'on tombe un jour, et on en est loin évidemment, hein, mais dans des choses comme on peut trouver dans le foot ou quoi. Pour moi, ça s'appelle pas des choses décentes. Donc voilà comment les choses vont évoluer. On verra. Pour l'instant, on trouve que c'était déjà une très belle marche. Et ensuite, il y a aussi le point, au-delà des primes, on va aussi dépenser, alors pas que sur le Mont Blanc, mais principalement un peu plus de 100 000 euros dans nos actions antidopage, puisque évidemment, et c'est le souhait des athlètes autant que le nôtre, hein, on sait qu'avec l'appel de l'argent peut venir potentiellement l'appel à faire des choses un peu moins clean que simplement s'entraîner et être le meilleur. Et il faut qu'on fasse attention à maintenir notre sport propre et qui reste propre, parce que ça serait rendre service à personne que ne pas faire gaffe à ça. Et les athlètes sont parfaitement d'accord et volontaires, hein, pour qu'on agisse là-dessus en même temps. Donc voilà, il ne faut pas voir que les primes, il faut voir vraiment l'ensemble du dispositif qu'on met en place pour que cette professionnalisation qui est souhaitable pour certains se fasse sans heurts et sans dérives qui posent de trop gros problèmes. Comment va se faire ce programme antidopage, puisqu'on sait que le programme Quartz a disparu. Donc ça va se faire comment? Les athlètes seront contrôlés par vous, par une institution indépendante ou officiellement par la FLD, puisqu'on sait que par définition, on ne peut pas solliciter, on ne peut pas commander des contrôles antidopage à la FLD. C'est la FLD qui décide par elle-même, même si vous sollicitez forcément son contrôle. C'est l'AFLD, l'Association française de lutte contre le dopage, qui décide ou non de venir. On se souvient qu'en 2021 ou 2022, justement, suite à des victoires, on n'avait eu aucun contrôle antidopage, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. L'an passé, il y en a eu beaucoup. Vous allez procéder comment cette année? Alors, en fait, ce que tu dis est tout à fait vrai. On ne peut pas commander dès lors qu'on ne paye pas. Si on veut payer, on peut. euh, Si on est prêt à payer, nous, les contrôles, à ce compte-là, on peut les demander. Et c'est ce qu'on va faire. On va payer des contrôles. Après, on ne va pas les payer directement à la FLD, et on va plutôt passer par un autre organisme international dont j'ai mangé le nom là tout de suite, mais qui est habilité à ça aussi. Pour une raison d'harmonisation sur l'ensemble des pays, hein, puisque ce travail se fait sur nos courses du Mont Blanc, mais aussi sur nos autres événements, et en particulier les majors, donc pas que en France, et pas que avec des athlètes français, évidemment. Donc voilà, on travaille avec une organisation internationale habilitée à faire ça. Et oui, ça passe essentiellement par le fait de mettre de l'argent pour payer les tests. Et payer des tests, c'est très cher, d'où le fait qu'il faut mettre des grosses quantités d'argent. Et aussi par un travail avec cette agence pour travailler sur l'éducation, parce qu'on sait qu'on a aussi beaucoup de coureurs qui ne viennent pas forcément de sport où ce travail antidopage est très installé, qui sont des nouveaux élites d'une certaine manière, et qui du coup des fois peuvent pécher pas par volonté
de faire mal, mais simplement par méconnaissance de la législation et de ce qu'ils doivent faire. Et donc, on monte aussi tout un programme d'éducation pour les accompagner et les aider à être vraiment conscients des règles et devoirs, de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils ne peuvent pas faire, et aussi de pourquoi d'ailleurs, puisque c'est toujours plus facile d'appliquer quelque chose quand on en comprend les conséquences que quand c'est simplement un texte écrit sur un papier. Donc voilà, on travaille sur cette politique d'accompagnement des athlètes pour qu'ils comprennent, plus évidemment les tests. Très bien. Je vais revenir sur un épisode de début d'année 2024. On a deux grands athlètes, Kilian Jornet et Zach Miller, qui ont malencontreusement pris la parole sur un courrier qui a été divulgué en indiquant, alors il y a un mot que j'emploierai pas, mais juste en indiquant qu'ils ne partageaient pas certaines valeurs de l'événement et qu'ils ne viendraient peut-être pas, ou peut-être en tout cas pas cette année, mais peut-être plus sur l'événement. Par contre, on voit une chose, c'est que les marques qu'ils représentent sont bien présentes sur l'événement. Est-ce que, au-delà des discussions avec Kilian et Zach que vous avez eues pour éteindre cet incendie aussi, vous avez eu des discussions avec les deux marques pour leur expliquer aussi s'il n'y avait pas une contradiction entre la position de leurs athlètes et la position du business? En tout cas, on a eu des discussions avec énormément de marques et pas que celles qui sont partenaires avec nous, puisque finalement, cet écosystème est en train de se construire et ce monde reste petit. Et donc, au-delà de nos marques partenaires, effectivement, la position de toutes les marques qui existent sur cette communauté du trail running sont importantes, en particulier celles qui ont des teams d'athlètes, mais pas que. Et donc, oui, on a discuté avec beaucoup, beaucoup de marques sur leur position. Après, les positions de Kilian et de Zach ont surtout traduit ce que je disais tout à l'heure sur le côté de notre naming avec Dacia, c'est-à-dire un problème entre la volonté de nos actions et vraiment ce qu'on veut faire et la perception que la communauté pouvait en avoir. Et donc, Zach et Kilian ont été un peu les fers de lance de la prise de conscience qu'à un moment donné, il fallait qu'on accentue nos efforts sur les discussions avec des acteurs clés de cette communauté, que peuvent être la PTRA, donc qui représente les athlètes, que peuvent être les marques et toutes les marques, pas que nos partenaires, que peuvent être certains coureurs qui sont aussi des influenceurs, enfin, etc., etc. Aussi d'autres associations comme les Black Trail Runners ou comme voilà d'autres choses qui se montent pour défendre un petit peu les droits de tout le monde. Et que aujourd'hui, entre ce que nous on veut faire et ce que la communauté en percevait, il y a un écart qui était en train de se créer et qu'il fallait absolument qu'on comble cet écart parce que du coup, sinon ça créait un fossé qui n'avait pas lieu d'être puisque la perception n'était pas en ligne avec notre volonté. Très bien. Je vais passer au côté transport. T'en parlais tout à l'heure. C'est un plan que vous avez mis en place depuis 3 ans, qui est, tu le disais, très ambitieux, très coûteux, très lourd à gérer. Je crois que vous dépensez chaque année 500 000 euros, donc c'est quand même un demi-million dans ce plan. Mais finalement, on a l'impression que cet argent est quelque part dépensé un peu à fond perdu, puisque je le rappelle sur ce que j'en vois, c'est vous mettez en place des transports gratuits, vous investissez des parkings, vous avez recours à des entreprises du secteur pour mettre en place des parkings. Je pense aussi à l'entreprise Benedetti du côté de Servoz. Vous faites plein de choses, mais on a l'impression que cet argent est un petit peu mis dépensé inutilement. Est-ce que vous pourriez pas à un moment collaborer avec la collectivité pour que ces 500 000 euros investis chaque année puissent finalement profiter à l'ensemble des gens qui vivent dans la vallée ou un petit peu en amont de la vallée de Chamonix tout le reste de l'année? Alors, moi, je dirais pas qu'ils sont mis à fond perdu parce que déjà, voilà, la problématique du transport, c'est une problématique qui est extrêmement complexe. Et puis, il y a plusieurs transports et il y a plusieurs problématiques mélangées. Il y a le transport pour venir sur l'événement, il y a le transport pendant l'événement, qui sont deux choses un petit peu séparées. Et il y a à la fois dans le transport des problématiques de bilan carbone, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, l'ensemble des événements sportifs, et pas que de trail, et pas que le nôtre,
le transport représente minimum 80% du bilan carbone d'un événement, donc c'est évident que c'est un vrai sujet à prendre avec beaucoup de sérieux. Mais au-delà de ça, spécialement chez nous, là c'est un peu moins vrai sur d'autres événements j'imagine, on a aussi là des problèmes de saturation, des problèmes qu'on est dans des vallées qui sont petites, qui sont étroites, où il n'y a pas énormément d'axes de circulation. Et donc, si on a 500 000 voitures qui circulent, bah, évidemment, nos vallées ne sont pas du tout, et quand je dis 500 000, c'est juste histoire de, c'est une image, mais à bien moins que ça, déjà à 5 000, 6 000 voitures, on est déjà dans des problématiques de saturation, puisque nos vallées ne sont pas faites pour accueillir autant de circulation. Donc, il y a tous ces sujets à mener ensemble. Aujourd'hui, notre plan de transport et l'argent qu'on dépense, il nous permet de traiter relativement efficacement le problème de la saturation, puisqu'on dit à l'ensemble de nos populations, et donc plutôt les accompagnants que les coureurs, parce qu'eux, de toute façon, ils courent, donc ils ne se déplacent pas en voiture. On leur dit, bah, très bien, vous avez envie de vivre l'événement, et c'est normal, c'est un événement qui est populaire, qui veut rester populaire. Et donc, ces liens entre les familles qui vont aller sur un point où passent les coureurs et pouvoir les encourager, leur remonter le moral, etc., sont un élément essentiel de l'événement. Mais on a un problème aujourd'hui, c'est que bah, vous laissez tous aller de manière libre partout, c'est pas possible parce qu'on n'a pas la place d'accueillir toute cette circulation. Donc, on met des bus, et effectivement, on en met beaucoup, et ça coûte cher, pour absorber le fait que toutes ces personnes qui veulent vivre la course aux côtés de leurs coureurs le fassent sans voiture, et que donc on ne sature pas nos vallées. Ça, on est à peu près, on n'est pas au bout de l'exercice, évidemment, mais on commence à bien le maîtriser. Ça coûte très cher, mais c'est juste indispensable. Et ce n'est pas forcément reproductible à l'année dans nos vallées, puisqu'il s'agit de transporter des gens qui, ponctuellement, vont vouloir aller sur les lieux de passage de la course pendant la course. Ensuite, il y a un autre axe où tu as raison, où il faut qu'on continue à s'améliorer, qui est l'axe de venir sur l'événement. Et là, oui, clairement, nous, on doit faire des efforts, mais les réseaux de transport, et en particulier de transport décarboné, doivent s'améliorer. On sait que de venir à Chamonix en train, c'est possible, mais il faut avoir quand même beaucoup de volonté pour le faire, parce que c'est compliqué et cher. Et là-dessus, oui, il faut qu'on travaille. Alors, la collectivité ne fait pas rien, puisque la collectivité, et en particulier de la vallée de Chamonix, je connais un peu moins les autres, puisque, il faut rappeler, on est sur 18 communes, hein, donc il n'y a pas que Chamonix dans l'UTMB Mont-Blanc. Mais en tout cas, la collectivité de la vallée de Chamonix investit beaucoup dans le transport. Ils ont investi dans des transports dans la vallée sur l'année qui sont devenus relativement performants en bus, parce que les trains, c'est pas de leur ressort, et on essaye de travailler collectivement pour faire améliorer l'offre train, mais aujourd'hui on ne peut pas. Donc ils ont travaillé sur des bus, ça nous sert, ça sert à l'année à tout le monde, et globalement je pense que c'est un beau travail en commun qu'on fait ensemble. Après, le chemin avant de considérer qu'on est arrivé est très très long, puisque effectivement il va falloir faire changer les habitudes, changer les infrastructures, pour que demain, effectivement, les coureurs puissent, et les touristes de manière globale, puissent venir sans voiture, et avec des moyens décarbonés. Et ça, c'est c'est le travail des prochaines années, qui doit commencer dès maintenant, qui a déjà commencé. On a 40% de nos coureurs qui viennent sans voiture. On a travaillé sur des offres promotionnelles pour absorber un peu l'effet prix, avec par exemple TGV Lyria, qui nous a permis de proposer des offres attractives tarifairement parlant entre Paris et Genève. On a des accords avec Alpibus pour faire la partie Genève-Chamonix, puisque en train, c'est pas très facile, mais en bus, ça marche très bien. Donc, tout ça est en train de se construire avec les collectivités, avec la région, avec le département, avec les collectivités, les communes concernées. C'est un travail de longue haleine. Nous, on a notre part à prendre dedans, les collectivités aussi, et évidemment, on va continuer dans les prochaines années pour que ces 40% deviennent progressivement 50, 60, 70, et j'espère un jour 100%, mais aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure d'annoncer cet objectif-là.
Et pour ceux qui écoutent et qui veulent venir en train, le trajet, tu le disais, entre Saint-Gervais-le-Fayet et Chamonix est parfois un petit peu long, mais en tout cas, il a le mérite d'être très joli pour ceux qui découvriraient la voie de chemin de fer qui emprunte le viaduc au côté des Ouches et qui offre presque déjà une entrée en vacances quand on arrive à Chamonix avec ce petit train rouge et blanc qui va jusqu'à Valorcine et Martigny en Suisse. Justement, tu parlais d'environnement et d'essayer de minimiser l'impact. Aujourd'hui, dès qu'on parle UTMB, moi j'ai assisté à plusieurs conférences, tu étais aussi sur la conférence Madeleine Stone Connect, on monte tout de suite du doigt l'UTMB comme un pollueur. L'UTMB, c'est une fréquentation de 25-30 000 personnes pendant la semaine qui va s'ouvrir. C'est environ la même fréquentation que de la période du 14 juillet au 15 août, comme le rappelait le directeur de l'Office de tourisme l'autre jour. Mais finalement, vous êtes toujours montré du doigt alors que la fréquentation est la même que sur une période de vacances et elle est bien inférieure puisque les fréquentations sont beaucoup plus fortes durant la période de Noël où on est presque au double de fréquentation et sur les périodes de février. Mais là, personne ne crie au diable sur ces périodes de vacances scolaires et de ski. Est-ce que vous avez l'impression, tu as le sentiment d'être parfois un peu accablé et d'être le mauvais élève par défaut? Alors, oui et non, c'est toujours effectivement un petit peu agaçant d'être montré du doigt quand on fait des énormes efforts et que les autres sont pas forcément, tous exemplaires. Maintenant, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a à la fois les problèmes de fréquentation et les problèmes d'empreinte carbone. Sur les problèmes de fréquentation, tu as raison, hein, effectivement, on amène du monde dans la vallée de Chamonix, mais pas plus que le tourisme et pas plus que d'autres périodes de l'année. Sauf que, le moment où on le fait nous, on est un acteur visible avec qui on peut discuter et donc sur lequel on peut entre guillemets taper. Alors que quand c'est pendant les vacances de Noël, par exemple, ben, c'est une multiplicité d'individus qui viennent et qui n'ont pas une existence unique. C'est des touristes qui décident de venir et on ne peut pas leur taper sur chacun sur les uns parce qu'ils sont chacun multiples. Donc ce côté-là, effectivement, est un peu agaçant, mais c'est une réalité. Après à nous aussi, on est un événement qui est visible, qui est médiatisé et donc dans ce sens-là, on se doit d'être exemplaire, parce que, oui, on ne fait pas moins bien que les autres, mais on doit faire mieux que les autres puisque justement, on doit être une locomotive pour emmener, les bonnes pratiques dans le bon sens. On essaye de le faire, hein, sur beaucoup de sujets. Il y a le sujet du transport, évidemment, il y a le sujet de la manière de pratiquer la montagne. Comment est-ce qu'on se comporte quand on passe dans un alpage? Comment est-ce qu'on se comporte quand on croise des randonneurs? Comment est-ce qu'on se comporte quand on est sur un sentier sensible ou dans des zones naturelles sensibles? Toutes ces actions-là qu'on fait parce qu'on a la chance, contrairement aux touristes, de pouvoir agir sur nos coureurs qu'on connaît et qu'on a la possibilité de toucher, sont des éléments importants dans la prise en compte de l'environnement parce que, oui, d'expliquer à nos coureurs qu'il ne faut pas couper un sentier, ça ne va pas avoir d'effet direct tout de suite, mais ces coureurs qui l'auront appris à ce moment-là, ensuite pourront reproduire les bonnes habitudes apprises, les transmettre à leur tour et être un peu à l'initiative d'une chaîne vertueuse sur l'ensemble des pratiques de montagne. Donc ça, c'est un des points. Après, sur l'environnement, là aussi, ben voilà, on fait beaucoup de choses. On est pour autant montré du doigt. On sait que c'est pas possible d'être un événement fort, très médiatisé sans être critiqué. Ça fait partie du jeu on est obligé d'accepter. C'est pas agréable, mais bon, on fait avec parce que ça va aussi avec notre capacité à agir et à faire de mieux en mieux chaque année. Et sur l'environnement, vraiment, ça revient au sujet qu'on discutait précédemment, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on finalise et qu'on explique aux gens que on peut être un événement éco-responsable, même si on fait voyager des gens, parce que les bénéfices sociaux, les bénéfices de respect, de rapprochement, de partage des populations sont à prendre en compte et doivent être pris en compte dès lors que, dans le même temps, on s'engage
dans une démarche vertueuse pour réduire et engager les gens à utiliser de plus en plus des mobilités douces et à abandonner dès que possible les mobilités plus impactantes. Alors tu le disais, vous êtes un événement leader. Le directeur de l'office le rappelait l'autre jour que je pense que c'est un événement qui fait des envieux, forcément, partout dans le monde, parce qu'il est vertueux. Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à prendre une décision un peu drastique et de diminuer le nombre d'inscrits sur l'événement en disant, bah voilà, nous, on prend notre part et on va diminuer de 20% le nombre d'inscrits, ce qui peut diminuer potentiellement de 20% la fréquentation, l'impact sur l'environnement? Oui, on y a réfléchi et non, c'est pas la direction qu'on a pris pour le moment. Après, il faut savoir que pour l'instant, on refuse à peu près 3 fois enfin 2 fois plus de gens qu'on achète, que ce qu'on accepte, pardon. On a, on a, environ 10 000 places pour les coureurs et quasiment 30 000 demandes, pas tout à fait cette année, c'était plutôt 25 000, mais voilà. Donc on est sur, on fait déjà beaucoup de déçus, et oui, si on décidait de limiter, ben, on ferait encore plus de déçus. Hem, Est-ce qu'un jour on arrivera à ça? Je dirais jamais, on peut jamais dire jamais, mais pour l'instant, nos sentiers sont en capacité d'absorber le nombre de coureurs qu'on met, puisqu'on le fait depuis 20 ans sans impact notoire sur les sentiers. Effectivement, les randonneurs qui viennent tout l'été, etc., viennent bien plus nombreux que nos coureurs. Donc, globalement, on sait qu'aujourd'hui, nos vallées sont en capacité d'absorber ce nombre de coureurs-là. Après, il faut qu'on travaille sur les effets induits, c'est le problème des saturations, donc à la fois de la circulation des véhicules et puis ensuite de quelques nuisances parallèles comme le bruit, les trucs comme ça. Mais pour l'instant, on est plus sur l'idée de travailler sur les nuisances parce que si on décidait de réduire le nombre de coureurs, euh, eh ben, on ferait encore plus de déçus. Et le côté social est aussi quelque chose d'important. Par contre, d'apprendre aux gens d'être à leur côté pour leur dire, ben, très bien, tu as envie de faire une belle course de trail, ben, peut-être que cette année, tu vas faire celle qui est à côté de chez toi. Puis l'année prochaine, bah, tu en feras une autre pas très loin de chez toi. Et puis dans 3 ans, allez, tu te payes des belles vacances. Et puis, tant qu'à faire, tu fais tes vacances en même temps que ta course pour éviter de faire 2 déplacements un peu plus longs. Et à ce moment-là, tu viens passer une fois des vacances chez nous et t'en profites pour faire l'événement chez nous. Donc voilà, on est plus pour l'instant sur ce travail de compréhension des populations, des sociétés et d'incitation à devenir tous ensemble plus vertueux que sur de la contrainte qui nous semblerait aujourd'hui pas forcément efficace parce que une fois ça dit, si on dit à quelqu'un qui vient pas chez nous, bah très bien, il viendra pas chez nous, mais ça l'empêchera pas d'aller ailleurs. Donc on aura gagné qu'il vient pas chez nous, on aura peut-être fait baisser notre propre bilan carbone, mais pour autant, il se sera quand même déplacé, il aura quand même été ailleurs et le bilan carbone général de l'humanité n'aura pas été impacté, et juste le nôtre. Donc voilà, pour l'instant, on est plus dans cette réflexion de comment aider la société à globalement devenir plus vertueuse que sur de la contrainte. Maintenant, est-ce qu'un jour on sera obligé d'y aller? Peut-être, je ne sais pas dire ce qui se passera dans 10 ans. Alors, ce que tu disais est aussi un constat du côté de Nicolas Durocha, le directeur de l'Office, qui dit qu'aujourd'hui, les coureurs viennent vraiment plus en vacances puisque le séjour moyen est de 6,3 nuits sur l'ensemble des coureurs qui viennent. Donc, les coureurs viennent vraiment avec cet objectif, comme tu le signalais, de passer en même temps une semaine de vacances sur Chamonix, qui est plutôt une destination agréable, on le sait. La période, je vais donner quelques chiffres, la période de l'UTMB, c'est 80% de remplissage, donc la station n'est absolument pas non plus saturée, puisqu'on n'est pas comme sur la période du Noël-Nouvel An, où on est à plus de 100% de remplissage, et c'est aussi des retombées économiques pour la vallée qui sont chiffrées à 15 millions d'euros, donc loin d'être négligeable pour les sociaux professionnels. On va arriver au bout de cet entretien. Oui, vas-y.
Oui, non, je disais juste que nous, le dernier chiffrage qu'on avait fait, il était à 23 millions de retombées économiques, directes pour, la vallée. Alors moi, les chiffres que j'ai, c'est ceux de l'Office de tourisme. Donc, Oui, après, c'est peut-être, un dispatch parce que nous, c'est 23 millions de retombées économiques globales sur l'ensemble, puisque comme je disais, hein, l'événement se passe sur 18 communes, donc même si on a un centre d'activité sur Chamonix, il y a quand même des choses qui se passent dans toutes les autres communes. Donc c'est peut-être ce point-là qui fait la différence. c'est probablement, c'est vrai que ça pourrait correspondre. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui vont se loger aux Contamines, à Megève et dans la vallée aux alentours. On va arriver au bout de ce terme et je sais que tu es très prise aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un point qui est nouveau et qui est important pour vous aussi dans ce côté familial. Avec David, vous avez initié le projet Team Adaptive autour du handicap et des personnes que moi j'appellerais les personnes autrement capables, des gens qui sont capables de faire les choses mais d'une manière différente. C'est important pour vous de poursuivre ce développement. Alors ça existe déjà, hein, on voit souvent sur les courses les Joëlettes avec des gens qui accompagnent des handicapés qui peuvent pas marcher mais qui font les courses à leur manière. Mathieu Blanchard sera cette année le parrain, l'ambassadeur de cette initiative, puisqu'il a aussi son frère qui a été amputé d'une jambe suite à un accident de la circulation, Lucas. Est-ce que pour vous, c'est important aussi de continuer vers ce développement, d'inclure les gens qui sont à mobilité réduite? Alors, c'est extrêmement important de continuer, l'ensemble des politiques qui favorisent l'inclusivité. Que ça soit, des personnes en situation de handicap ou, autrement capables, comme tu dis, je trouve, l'expression très belle. Que ça soit, de minorités qui ont, plus de difficultés à accéder, soit par, leurs origines, géographiques ou par leurs origines sociales. Voilà, les politiques en faveur de plus d'inclusivité sont quelque chose d'extrêmement importante. Après, spécifiquement sur la politique avec la team adaptative, on sait qu'on a déjà des personnes en situation de handicap qui ont déjà couru sur nos courses. L'image de l'amputé qui finit la CCC en 2021 était extrêmement forte et a fait, je pense, le tour du monde quand il brandit sa prothèse sur cette ligne d'arrivée. Il n'avait pas eu besoin de nous pour le faire et il en était d'autant plus admirable. Là, l'idée, c'est de mettre en lumière sur ces athlètes différents qui sont tout autant méritants, voire potentiellement pour certains presque plus méritants, et par la lumière qu'on met là-dessus, là encore, d'inciter, de montrer à tous ceux qui pourraient croire que c'est pas possible que bah, pour eux aussi ça peut être possible et que s'ils le veulent, un jour ils pourront le faire et effectivement, d'avoir des ambassadeurs qui vont nous aider à mettre la lumière sur ces pratiques un petit peu parallèles, c'est important pour entraîner toute une génération derrière d'athlètes qui vont se dire bah oui, moi aussi je peux si j'ai envie. On pense aussi à Boris Girardi qui est très actif dans cette action et qui emmène dans son sillage avec son charisme beaucoup de gens qui sont amputés comme lui et à qui il redonne espoir de pouvoir faire ces courses-là. On va conclure. Isabelle, juste, je voulais savoir une petite question. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'événement, il est arrivé à maturité? À maturité, oui, je pense, on a passé, on a passé nos 18 ans, on a même passé les 20 et on va bientôt avoir 21. Donc oui, on est un événement qui est à maturité. Après, est-ce qu'on est un événement qui a arrêté, d'évoluer? Absolument pas puisque, finalement, il faut, évoluer, tout le temps et notre environnement évolue et donc il faut qu'on évolue avec et évidemment, on va continuer à le faire. On arrive à la fin de cet épisode. On est à la veille de la 21e édition, une édition 2024. Tu seras pour la 4e année à la tête de cet événement. Tu attends quoi de cette édition? Bah, j'attends une édition qui va amener, le sourire aux gens, qui va amener, des belles émotions, de la joie et si on peut en profiter pour une édition qui se passe, sans crise majeure, je signe aussi. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette heure que tu nous as accordée dans ces préparatifs, dans cette dernière ligne droite. On est, je le rappelle, à quelques heures du démarrage de l'UTMB Mont-Blanc. Merci et bon dimanche.
Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.